des conférences Villa Création Guadeloupe. Aujourd'hui, le thème de cette conférence est les clés de la réussite de votre construction de maison individuelle. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons des invités. Nous avons M. Emmanuel Prince de la ville de Basse-Terre, directeur général des services, qui pourra vous expliquer de manière plus précise comment les choses fonctionnent au niveau de Basse-Terre. Nous avons Mme Anaïs Radjouki, qui est courtière en crédit immobilier, qui s'occupe des parties financement, demande de prêts, etc. Et simulation également. Elle va vous expliquer de manière plus précise comment cela fonctionne. Nous avons M. Laurie Malky, qui est maître d'œuvre, dirigeant de l'entreprise Villa Création Guadeloupe, qui vous reçoit aujourd'hui et qui vous expliquera plus précisément comment les choses sont déterminées en termes de construction de maisons individuelles. Alors aujourd'hui, je vous salue vous, et je salue également les personnes qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube et également sur notre chaîne Facebook. Voilà. Donc, dans un premier temps, je me présente, je suis Lorraine, chargée de clientèle. Je serai la première personne en général qui va vous rencontrer et discuter de votre projet et vous diriger vers les personnes compétentes qui peuvent répondre à votre situation actuelle. Certaines personnes sont en phase de recherche de terrain, nous avons des partenaires. Certaines personnes sont en recherche de crédit immobilier, donc on vous dirige vers un courtier immobilier. Et certaines personnes ont déjà tout ce qu'il faut, donc nous réalisons tout ce qui est étude de faisabilité, nous réalisons le dossier de permis de construire, le dossier de prêt et évidemment le plus important, la construction clé en main. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qui est important de rappeler, c'est comment ça se passe au niveau de la maison individuelle en Guadeloupe. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est une réussite de faire construire sa maison individuelle. C'est quelque chose qui est important pour les personnes. Voilà, donc en Guadeloupe, on a quand même beaucoup de personnes qui sont propriétaires et qui veulent parfois aussi également investir. Donc nous sommes là à tous les niveaux. Donc dans un premier temps, nous allons déterminer le programme de notre conférence. Donc nous allons parler d'établir son budget, définir son projet, les règles d'urbanisme et ce qui entoure la réglementation autour de la construction, réussir son projet de construction, les conseils et astuces pour enfin conclure. Donc, je vais d'abord passer le micro à Madame Radjouki pour ce qui est d'établir son budget. Alors, bonjour tout le monde, Madame Radjouki, présente courtier en financement immobilier, en mouvement de crédit et crédit de consommation. Je travaille dans le cabinet de courtage et notre mission, c'est d'accompagner les clients dans le cadre de la recherche de leur partenaire bancaire. On sait que ce n'est pas
héberger les locataires et se faire financer pour un investissement locatif. Donc voilà, il faut solliciter pour avoir cette information-là. Et du coup, c'est pas forcément une information qui va être payante, c'est vraiment un conseil qui est gratuit, de prime abord. Et puis après, on reconstruit un projet avec le client, on lui sort une simulation, ce qui lui permet donc de se positionner, notamment sur les projets de la création, et de savoir justement quelle est l'enveloppe à laquelle nous pouvons prétendre. Le marché de l'immobilier se porte très bien, mais bon, j'en parlerai tout à l'heure, puisque là, ça concerne plutôt le budget. Je le disais précédemment, le prêt immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, les clients qui se font financer respectent 5 conditions. La première condition, c'est la préparation de son projet. J'apprécie beaucoup donc, le thème de ce jour, c'est les clés de la réussite. Aujourd'hui, les clés de la réussite pour que le projet soit financé par la banque, ça passe donc par 5 critères. Le premier, c'est je prépare le projet, c'est-à-dire que je constitue un apport de 10% dans le cadre des projets de résidence principale visant à financer les frais annexes. Les frais annexes, c'est les frais de dossier, les frais de garantie, les frais de comptage et les frais de notaire. Ça reste à la charge des clients. Alors aujourd'hui, on peut tomber sur des partenaires qui financent, dans le cadre des prêts à cession sociale, ces fameux 10%. Maintenant, encore une fois, c'est au cas par cas, il faut quand même présenter un certain nombre de critères. Donc, première clé de réussite de votre projet, c'est je le prépare par de l'épargne et je constitue ces fameux 10%. Deuxième clé de réussite, ça va être la gestion saine de nos comptes. Je n'ai pas sur les 3 derniers mois des rejets de prélèvement, je n'ai pas de commission d'intervention ou de frais d'incident bancaire. Ça, c'est hyper essentiel. Juste un mois de commission d'intervention, on est face à un refus de dossier et pourtant le client peut avoir de l'épargne. Donc, j'insiste là-dessus, gestion saine des comptes sur les 3 derniers mois. Troisième clé de réussite, ça va être une cohérence projet. Beaucoup de clients aujourd'hui veulent faire de l'investissement déguisé. Par exemple, pour ne pas donner 20% d'apport dans le cadre d'un investissement locatif, alors du coup, on va le faire passer en résidence principale. Sauf que le client, par exemple, travaille sur la terre et demande un projet de résidence principale sur terre de l'eau. Ce n'est pas cohérent. On est locataire, on n'est pas forcément hébergé par l'employeur. Il faut rester cohérent par rapport à sa situation personnelle et c'est l'une des premières choses qui est regardée par le partenaire bancaire. Quatrième clé de réussite, ça va être un emploi stable et donc avec des revenus stables parce que du coup vous inscrivez dans le cadre d'un prêt long, très souvent sur du 20 ans ou du 25 ans. Donc il faut présenter une situation stable au niveau de l'emploi. La situation stable, par exemple, ça va être un fonctionnaire qui est titulaire de son poste. Alors, il arrive qu'on finance des contractuels, notamment des médecins, parce que ce sont des médecins qui demain peuvent s'inscrire dans le cadre d'une activité libérale. Donc, exceptionnellement, pour ce type de contractuel, on peut être amené effectivement à les financer sur des périodes très longues. Un autre cas de pérennité de revenus, ça va être quelqu'un qui se situera donc en CDI, parce qu'on a beaucoup de demandes de clients aujourd'hui où ils sont en CDD et ils cherchent à construire. On ne peut pas être en CDD et solliciter donc un prêt sur 20 ans, 25 ans, ça va être refusé d'office. Enfin, dernière clé de réussite, donc ça va être le taux d'endettement. Tous aujourd'hui, au niveau des ménages, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais d'une manière générale, on observe que les ménages ont déjà des endettements. Des endettements sur une voiture, des endettements sur un prêt de consommation pour X raison. Et donc, du coup, ça met un petit peu à mal le budget quand on veut prétendre à un projet immobilier. Alors là, pour le coup, on va pouvoir nous intervenir auprès de sociétés de financement avec lesquelles on travaille. On va pas du local. On va partir sur des durées d'investissement que les banquiers aujourd'hui ne font pas localement. Ça va être du 10-12 ans pour les énergies locataires. Donc on va pouvoir regrouper leur crédit sur des durées un peu plus longues que le président. Et les propriétaires, on va pouvoir aller sur des durées de 15 ans. Ce qui va permettre
et les frais annexes, c'est-à-dire les études de raccordement, les études pour le terrassement, l'accès, l'étude de sol, etc. Et réaliser une simulation financière concrète avec les conseils que Mme Moradjouki vous a présentés. Je vais passer la parole à M. Barnier, qui va vous expliquer les façons de définir son projet. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Je suis Louis Galli, le maître d'œuvre, le responsable de l'entreprise de la création Guadeloupe. Et la création Guadeloupe, c'est une entreprise qui date de 2017. Mon expérience professionnelle, avant d'être maître d'œuvre, après avoir fait des études en France métropolitaine, je suis revenu aux Antilles, travaillé 5 ans là-bas en tant que maîtreur, je suis devenu conducteur de travaux. Après les 5 années passées là-bas, la conduite de travaux, je suis rentré en Guadeloupe où j'ai fait 10 ans de travaux chez un confrère constructeur. Ensuite, en voyant l'évolution de la construction, la façon dont les constructeurs géraient les clients, ça ne correspondait pas avec notre façon de travailler, avec la conception que j'avais, la conception guadeloupéenne où on a toujours tendance à nous dire un Guadeloupéen, au nom ou forme leur fait hasard. Donc ça veut dire que la maison a une valeur, au-delà du patrimoine, une valeur sociale, quelle que soit sa taille et son. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de monter l'entreprise. De fil en aiguille, aujourd'hui on n'est plus seul, nous sommes une entreprise avec 4 collaboratrices. Lorraine, qui est chargée de clientèle, Mélissa, en gestion administrative, Julia Estelle, constructrice de travaux, et conceptrice, dessinatrice, Madame Bourgeois. Je fais la présentation de tout le monde afin de montrer que l'entreprise est adaptée. Je remercie Madame Moradjouki qui nous a parlé de la première clé, qui est l'élaboration du budget. Le budget dans une construction individuelle, c'est vraiment la première étape. Lorsqu'un client vient nous voir, la première chose que nous demandons, avez-vous déjà déterminé votre capacité financière? Êtes-vous capable de savoir quelle somme qui est à votre disposition? Cet élément est très important tout simplement parce que ça permet pour ceux qui n'ont pas encore le terrain de déterminer la valeur du terrain. Et lorsqu'on a la valeur du terrain, savoir pour le projet combien il reste pour pouvoir construire la maison. Je ne vais plus m'étaler sur comment créer son budget, je pense que vous l'avez déjà fait. Il y a la recherche du terrain. La recherche du terrain, c'est une phase très importante où il faut être bien accompagné avec les personnes d'avoir l'oreille qui s'en charge. Ça vous permet, le choix du terrain détermine aussi la taille de votre maison. Vous comprenez? Si vous avez un terrain qui est très important, on va demander des aménagements particuliers qui va diminuer votre pouvoir de faire une maison plus grande. Plus votre terrain a une facilité, plus l'accès est simple, c'est un rapprochement, il n'y a pas de pente, plus vous allez avoir une construction à la taille de vos rêves. Donc c'est très important. C'est pour ça que la création de cet accompagnement permet de chercher le terrain. Ensuite, lorsqu'on a déterminé le terrain, on regarde ensemble, on va dans la phase conception et design. Donc c'est la phase où on vous rencontre, où on se pose la question, c'est quoi votre style de vie? Est-ce que vous avez des enfants, vous avez des projets d'agrandir votre famille? Combien de chambres, quel étage, quel type de matériaux, qu'est-ce qui vous plaît? Tous ces éléments nous permettent de vous proposer un plan, parce qu'avec la création, on ne fait que des plans sur mesure, c'est-à-dire de l'imposité, et on vous accompagne en fonction de vos moyens, en fonction de votre budget, à faire une maison qui allie votre style de vie et votre capacité financière. Il y a la possibilité. Alors, le plan est travaillé ensemble, ce qui nous permet de rencontrer nos autres services, qui nous permet de sortir la famille, pouvoir naviguer dedans, faire un peu de décoration. C'est vraiment un accompagnement individuel. Donc, cette clé-là aussi est très importante, ou de ne pas avoir peur de savoir qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous aimez. En ayant le prix du terrain, les contraintes du terrain, le prix de la maison que vous pouvez faire, nous élaborons avec vous ce qu'on appelle un budget. Donc on va lancer une consultation, on va faire un budget. Donc toute cette première phase
entre le choix de votre terrain, le choix de la maison et le courtier. C'est toute une phase primordiale qui vous permet de construire la maison de vos rêves. Ensuite, lorsque ces éléments sont réunis, on fait ce qu'on appelle on se prépare pour faire le permis de construire. D'accord? Et lorsqu'on a monté le permis de construire, le dossier est remis au service de l'urbanisme de la commune dont vous avez choisi. Donc c'est ici que j'arrête ma première partie. Merci, M. Baquier. Donc, nous allons passer la parole donc à M. Emmanuel Prince pour vous détailler la réglementation nécessaire. Je pense que son micro, ça ira. Oui, moi, j'ai le choix. Bon. D'accord. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, parce que ça permet à la ville de Basse-Terre de répondre d'emblée. Oui, l'urbanisme, c'est un document qui ne concerne que la ville où vous ferez l'acquisition du terrain. Parce que chaque collectivité a son propre règlement et ses propres zones à l'intérieur du dit règlement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai précisé, même s'il est vrai, et je vais fermer la parenthèse rapidement, qu'on devrait passer à terme au PLUI. Donc aujourd'hui, il y a un plan local d'urbanisme qui permet de gérer les règles de construction sur un territoire, notamment pour nous Basse-Terre. Demain, on aura seulement un document qui gérera sur l'ensemble de l'agglomération, puisque la volonté de l'État, c'est d'arriver sur une lecture générale à l'échelle d'un territoire, non plus à l'échelle d'une commune. Je referme la parenthèse. On parle de quelque chose entre 2017 et, on va dire, 2020. Donc c'est quand même très proche. Pas de 17, pardon, de 27. Donc pour moi. Ensuite, pour revenir à la phase du permis de construire. Juste un premier élément qu'il faut bien retenir, et ça concerne tout le cycle du projet et du fait de la réussite. Et je vais l'illustrer par un exemple. Quand vous achetez un terrain, retenez que vous êtes propriétaire du terrain, mais pas de son usage. Je m'explique. C'est-à-dire que vous venez devant le constructeur, vous avez une volonté de faire une maison, par exemple, avec 2 étages. Il vous indiquera d'emblée, le maître d'œuvre concerné, attention, on regarde les règles d'urbanisme du territoire que ça concerne. Donc là, on va prendre l'exemple pour nous à Basse-Terre, et selon le zonage où se trouvera votre terrain, il vous répondra oui, possible, pas possible. Il faut savoir qu'en fait, on va dire les 4 grandes règles qui viennent interférer sur un terrain au moment où vous déposez l'autorisation d'urbanisme, et notamment un permis de construire, c'est la première règle, l'emprise du projet dans le terrain. Et ça a été rappelé avec les contraintes éventuellement d'un terrain en pente ou autre. Donc vous avez une règle qu'on appelle les posters. C'est-à-dire que vous devez toujours laisser 3 mètres entre vous, la construction, et la limite de votre propriété. Et quand on est en hyper-urbain comme à Basse-Terre, là on peut construire en mitoyenneté. Deuxième règle, c'est la surface que vous allez pouvoir mettre, puisque aujourd'hui on ne parle plus de coefficient d'occupation des sols, mais on parle d'emprise au sol, et on parle de coefficient de biotope. Donc l'emprise au sol, elle est déterminée dans le document que je vous ai montré, et le biotope, c'est une manière de dire on laisse sur le terrain une partie naturelle. Cette partie naturelle, ça peut être du gazon, mais ça peut être aussi des aires de stationnement qui ne sont pas bétonnées ou bitumées, qui sont faites avec du gazon armé. Il y a un bel exemple que vous avez peut-être tous vu sur Basse-Terre, c'est à côté du Monoprix. Au Monoprix, les premières places de stationnement, quand vous êtes devant le commerce, elles sont en bitume, et quand vous descendez pour aller chez Bio, vous avez sur la gauche ce qu'on appelle les places de stationnement en herbe sur une structure armée. Et le meilleur exemple que vous connaissez certainement tous, c'est le Square Pichon. Il a été fait sous cette forme. Ensuite, on va arriver à la hauteur. Parce que là, à nouveau, c'est ce que j'ai dit, dans un permis de construire, quand vous déposez cette autorisation, vous aurez un sujet où on vous limitera sur le gabarit en hauteur. Et après, on arrivera à un dernier sujet, c'est le dessin qui sera fait par le concepteur, parce que vous pourriez avoir des volontés d'avoir des ouvertures plutôt très hautes et peu larges. Il faut savoir que selon où vous vous trouverez dans le zonage concerné, et là va arriver d'autres éléments, j'ouvre une première porte, l'ABF. Quand vous êtes à Basse-Terre, on est une ville d'art et d'histoire, on a beaucoup de monuments classés ou inscrits, ce qui fait qu'on a des périmètres où l'ABF intervient. Et l'ABF, il a son propre cahier des charges, et si je peux le résumer, c'est qu'il veut garder l'esprit créole sur le territoire. Donc il vous imposera des règles en matière de façade. Ensuite, il vient toujours dans l'autorisation d'urbanisme
trois autres éléments importants. Le premier, vous avez une obligation d'avoir une attestation de répondant à la réglementation thermique du Guadeloupe. Puisqu'on a une particularité, la région de Guadeloupe a mis en œuvre sa propre réglementation, et cette réglementation, elle s'impose à vous via un portail où vous allez renseigner un ensemble d'éléments accompagnés du maître d'œuvre, parce qu'honnêtement, pour le faire soi-même, ça demande un peu d'expertise. Et tout ça, ça va permettre de générer, une fois que vous aurez renseigné, donc ça concerne les ouvertures, ça concerne l'exposition, mais on revient vraiment à l'esprit des métropoles, où elles devaient être, entre guillemets, rafraîchies que par elles-mêmes. Ça concerne la végétation que vous metteriez autour, et non pas mettre de la climatisation. Parce que vous le savez comme moi, à terme, avec la problématique qu'on rencontre sur l'évolution de la météo, la climatisation, ce n'est pas la solution. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qui est tout récent, depuis le 1er janvier 2024, vous êtes soumis à nous remettre aussi une attestation sismique. C'est-à-dire que vous savez, nous sommes sur un territoire soumis à l'ensemble des risques. Et moi qui viens du sud de la France, hormis l'incendie, encore que, ça peut arriver, mais autrement, cyclonique, séisme, la soufrière, on a tous les risques naturels, la submersion en cas de tsunami, mais en tout cas pour le séisme, c'est tout nouveau, vous êtes obligé, là c'est pareil, ça ne peut pas être vous qui attestez, on l'appelle l'attestateur, c'est lui qui doit renseigner et qui doit garantir de répondre aux normes sismiques du bâti que vous allez réaliser. D'où l'intérêt d'avoir un maître d'œuvre. Et parallèlement, de toute façon, vous aurez, aujourd'hui c'est devenu obligatoire et ça peut être évoqué, mais quand vous faites l'acquisition d'un terrain entre particuliers ou par un professionnel, vous avez une étude de sol qui doit vous donner. Ça c'est pareil, c'est très récent, hein, c'est je crois l'année 2023, pour l'année 2023 c'est devenu opposable. Donc les deux sont liés. Hein. Nous en urbanisme, on ne demandera pas. C'est pas dans le dossier, c'est pas une pièce à vous donner, mais par contre, évidemment, l'attestation sismique, elle découle de la nature du terrain, de là où il se situe, parce que vous savez aussi qu'on a une particularité, puisque vu la création en qualité de maître d'œuvre, a précisé tout à l'heure qu'il ne travaillait pas sur le territoire de Basse-Terre, donc j'ouvre une parenthèse, quand vous êtes en grande terre, vous avez un problème des argiles gonflantes. Et vous connaissez le sujet aujourd'hui, on le voit sur l'hexagone, avec tout ce que ça peut générer, avec pareil le réchauffement climatique et tout ce que ça concerne. Le dernier élément qui nous concerne, nous, juste pour avoir la pièce, mais on n'a aucune lecture d'instruction dessus, c'est l'assainissement. Parce que là, vous avez un syndicat aujourd'hui qui existe sur le territoire qui s'appelle le SMGA, et vous êtes tenu, au moment de la conception de votre maison, selon le terrain dont vous disposez, de vous raccorder au réseau d'eau usée s'il existe, ce qu'on appelle le truc à l'égout, vulgairement, ou de mettre en place une installation autonome. Et là, vous serez pris en charge par le service public d'assainissement collectif, qui est lui-même une entité au sein du SMGA. Et c'est un document qu'il faudra nous remettre, parce que nous, on a juste besoin de vérifier que, bien entendu, la maison qui va être réalisée, elle va traiter ses propres eaux usées sur sa parcelle, ou elle va utiliser un réseau d'eau usée pour traiter ses eaux. Donc voilà, après, quand on reçoit ce document, parce que souvent, on trouve que c'est long quand on est de l'autre côté de la barrière, chez nous, il faut savoir que c'est 2 mois l'instruction d'un permis de construire. Au-delà de 2 mois, en l'absence de réponse de la collectivité, c'est ce qu'on appelle un permis tacite, c'est-à-dire que vous obtenez une autorisation de feu. Par contre, comme je l'ai précisé tout à l'heure, comme nous on est avec l'ABF qui est présent sur notre territoire, c'est 2 plus simple. C'est-à-dire que ça va se rajouter 1 mois pour la consultation. Et c'est vrai également pour l'assainissement quand on consulte. Donc en général, si on a un permis de construire, retenez que, parce qu'on a dit que le parcours était long dans le domaine du financement, mais il est long aussi, parce que souvent, une fois qu'on a commencé à avoir les plans de sa maison, on voudrait passer à la concrétisation et arriver au début du premier, comme on dit, sur le terrain. Sachez que chez vous, vous aurez quand même 3 mois où vous devrez attendre via votre maître d'œuvre qui aura fait le dossier, qui l'aura déposé et qu'on vous fasse le retour et qu'on vous livre l'autorisation. Donc, j'ai balayé de façon générale et comme je disais, en conclusion, pour revenir à mon premier propos, on est propriétaire de son terrain mais pas de son usage. Parce qu'en fait, le projet que vous allez dessiner avec le maître d'œuvre, il faut qu'il réponde à toutes les règles qui sont écrites là. Et l'instruction que l'on fait, et Madame Lefort, qui est chef de service, et dans le fond de la salle,
à la ville de Basse-Terre quand on est en commission. Il y a soit Madame Lefort ou sa collaboratrice, l'élu référent qui est M. Mir sur la ville de Basse-Terre et moi-même. Quand on instruit, eh bien, on regarde la concordance du projet qui aura été dressé par un maître d'œuvre que vous aurez choisi aujourd'hui. On est dans le parcours de la réussite avec la création. Il faut que le projet qui a été dessiné, il réponde à ce qui est écrit là. À partir du moment où il y aura un écart entre le projet et ce qui est écrit là, on sera amené à vous adresser un courrier. Alors, si vous avez donné la mission du permis de construire au maître d'œuvre, on adressera un courrier à votre maître d'œuvre et on lui demandera de compléter son dossier en corrigeant les documents et nous fournir de nouveaux documents, par exemple sur un non-respect de forme de toiture, sur un problème de prospect, sur un problème de non-renseignement du coefficient d'isotope. Je vous donne des exemples, il y en a plein, puisque le document que j'ai là, il est généraliste pour l'ensemble du territoire Basse-Terre, et ensuite la ville de Basse-Terre est découpée dans des zonages. C'est-à-dire plus on a un hypercentre et plus on peut densifier la construction, plus on s'écarte de l'hypercentre. Donc en gros, l'hypercentre, je vais vous dire que ça va jusqu'à peu près à Ficalu, et on borne avec le palais de justice et le bas du Bourg. Dès qu'on s'écarte de là et qu'on monte sur les bornes à Chevalier-Saint-Georges ou à Malian, ou qu'on va vers Rivière-des-Verts ou la cité Bologne, ou qu'on s'en va sur Montbazin, Nord-Lavache, ou qu'on s'en va sur Petit Paris ou le Carmel, on va changer tout de suite de zonage et on va avoir des règles qui vont commencer à limiter le droit à construire. Ce qui explique que dans une ville, vous avez toujours une densité avec des bâtiments de grande hauteur, ça sera ma conclusion, en hyper-urbain, et plus on s'écarte, et plus on aère la ville, et on devient, comme on dit, plutôt sur du mitage, c'est-à-dire avec du bâti qui va soit se composer en certains points de zones d'habitat collectif et d'autres points de zones d'habitat dits individuels. Et je vous remercie. Merci, M. Paul. Alors, c'était très complet, merci. Alors, pour que vous le sachiez, la création, effectivement, nous avons des études qui sont réalisées pour votre permis de construire. Donc, en amont, effectivement, avant de déposer le permis, nous allons vérifier tous ces éléments, mais également le PPRN, qui est le plan de prévention des risques naturels. Et nous allons également vérifier si votre terrain est sur les 50 pas géométriques. Voilà. En plus du PLU, tout ça, donc il y a pas mal de réglementations en plus qui viennent s'ajouter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la création réalise cette étude, c'est une étude de faisabilité technique et financière. Donc là encore, on n'a pas mis la première pierre. Donc je vais passer la parole à M. Magui. Avant cela, je vous invite à écrire vos questions, parce qu'à la fin de notre temps de parole à chacun, vous pourrez poser vos questions à chaque personne. Merci. Je vais juste profiter avant l'intervention de Novak pour rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a un élément important. Sachez que nous, en urbanisme, ça paraît complètement incongru, mais sachez-le parce que c'est important, nous ne vérifions pas la propriété du terrain. En clair, je vous le dis haut et fort, vous pouvez déposer une autorisation d'urbanisme sur un terrain qui ne vous appartient pas. C'est absurde, hein? C'est le droit français, c'est fait ainsi, mais nous n'avons pas la qualité de vérifier ce sujet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous venez déposer une autorisation d'urbanisme, mais c'est pas, bien évidemment, c'est pas du bon sens, parce que vous réalisez la construction, si le propriétaire, via, on va dire, bouche à oreille, se rend compte qu'il y a quelqu'un qui réalise une construction sur son terrain, vous allez vous trouver à rentrer en conflit. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas la ville qui portera la responsabilité de vous dire attention, vous déposez une autorisation et vous le faites sur le terrain d'autrui. C'est fait ainsi, le droit de l'urbanisme qui se réduit bien à la construction édifiée sur le terrain que vous nous dénommez dans l'autorisation. Mais en aucun cas, nous irons vérifier si ce terrain est votre terrain. Vraiment important à retenir parce que c'est vrai que sur la zone des 50 pas, toutes les particularités qu'on connaît, c'est un sujet qui s'est trouvé, ou même sur des, on va dire, des divisions qui ne sont pas faites, ou sur des terrains qui ont été donnés, parce que le cadastre est récent chez nous, dans les 70, maintenant forcément ça, et on se trouve aujourd'hui avec des propriétés qui ont été mises par l'occupation en fait, mais pas forcément par la recherche de la réelle propriété de l'assise où se trouve le bien. Ce qui fait qu'il faut... Allez-y, Martha. Si je peux ajouter quelque chose, bonjour pour ça. Lorsque le cadastre s'est mis en place, nous sommes des années 1970, lorsque
Merci. Yes. Merci, Mme Lefort. Merci, Madame Lefort. Bon week-end. Donc, à cela, je vais ajouter que soit l'urbanisme ne demande pas le titre de propriété, mais que si vous souhaitez faire un prêt immobilier, là, on vous demandera un titre de propriété. Donc, on ne fait pas de folie. Le mieux, c'est de construire sur un terrain qui nous appartient. On reste sage. C'est pas que tu as vu. Merci. Donc, Monsieur le Prince a rappelé, pour déposer un permis de construire, il y a plein d'éléments à maîtriser. C'est pour ça que l'une des clés de la réussite, c'est de choisir le bon maître d'œuvre, le bon constructeur. Dans notre rôle à nous, on détermine le choix des entreprises qui vont nous accompagner à vous permettre de les aider. Donc, on va vous aider à choisir l'entreprise qui fait l'étude de sol, on va une bonne étude de sol, on va vérifier le niveau de cadastre, on va vérifier le bornage. Si vous n'êtes pas géomètre, on va retrouver un géomètre. Tous ces éléments-là, pour pouvoir faire le permis de construire, est pris en compte chez nous. Je vais aussi rappeler, en tout cas le dire, parce que M. le Président l'a dit, aujourd'hui, il est pratiquement impossible de déposer un permis de construire si vous n'êtes pas professionnel. Avant le 1er janvier, tout le monde était capable de déposer un permis, mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas en phase de professionnel qui est capable, parce que toutes nos maisons doivent être parasismiques et parasitoniques, dès la conception. À l'époque, n'importe quel dessinateur, sortait même de l'école, pouvait déposer une construction. Et l'ingénieur passait derrière pour pouvoir mettre la maison parasitonique. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, on nous demande, en tant que concepteur, que la conception respecte déjà les premières règles de parasitisme. Donc c'est pour ça que vous avez pratiquement l'obligation pour votre permis de construire de passer par un professionnel. Cette attestation, nous avons l'habilitation et les compétences pour pouvoir vous la délivrer. Lorsque le permis de construire a été déposé, donc vous avez le délai pour pouvoir avoir l'obtention, mais aussi il y a un délai qui est important avant de démarrer les travaux. C'est le délai d'affichage et de dénonciation des tiers, donc qui est 2 mois. Donc, lorsque vous avez construire, on ne peut pas commencer votre maison avant 2 mois. D'accord? Pour construire votre maison, nous, on va vous proposer des artisans, donc on va faire une consultation. Ces artisans qu'on vous propose, c'est des artisans qui sont dans notre giron, on a déjà travaillé avec eux, on connaît leur qualité, mais aussi le fait de faire maître d'œuvre, nous ne pouvons pas vous obliger à travailler avec une entreprise. Donc vous avez la possibilité de nous dire, voilà, moi je veux un bon maçon, je veux un bon charpentier, j'aimerais qu'il travaille chez moi. S'il respecte les critères pour la vente, assurance décennale, s'il respecte aussi la date du travail économique, s'il respecte les cahiers des charges, le devis correspond à ce que vous souhaitez, il est retenu. Le petit à nous, c'est aussi de la coordination. C'est pour ça qu'au début, j'ai présenté, donc la première partie se met à celle qui est la conception, la recherche de terrain, le montage du dossier avec Lorraine, la conception avec Madame Bourgeois, et ensuite on va passer dans la phase travail. Quand toutes les entreprises sont sélectionnées pour votre projet, vous rencontrez notre conducteur de travaux qui met en place des réunions hebdomadaires et qui s'assure que les artisans retenus respectent le cahier des charges. Donc dans le cahier des charges, il y a le devis, il y a ce que vous souhaitez, mais il y a aussi les plans techniques qui sont réalisés par un ingénieur béton. L'ingénieur béton nous permet d'assurer, au niveau des assurances, que toutes les ferrailles sont respectées, les dimensionnements, les enrobages, on ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui, mais il est important que votre dossier soit cadré par ces éléments-là. Le rôle de la création, et c'est l'une des clés de choisir votre entreprise, c'est la communication. La plus grande différence que vous avez entre un maître d'œuvre et ce que l'on appelle un constructeur, c'est le côté que votre projet vous appartient, avec un maître d'œuvre que vous rencontrez par semaine, que vous pouvez venir au bureau, discuter avec lui, faire des rendez-vous toutes les semaines, accéder à votre chantier pendant tout le chantier, avoir un retour de compte rendu de chantier toutes les semaines, des réunions avec les artisans, pouvoir faire des choix, un choix de porte, un choix de tableau, un choix de peinture, un choix de couleur d'automne. Tous ces éléments-là
vous permet d'avoir le projet que vous souhaitez avoir. Et tout ceci est cadré par des délais. Avant le premier cocktail, un planning est établi, vous savez le jour du début et le jour de fin de votre construction. Si pendant ce délai, il se passe des choses, ce qu'on appelle des imprévus, des aléas, ils sont portés, un intempérie, surtout en Guadeloupe, on a des sociales, des mouvements sociaux qui prennent du temps, et le reste du temps, votre conducteur de travaux est chargé de faire avancer vos travaux en même temps que vos choix qui peuvent s'améliorer, qui peuvent changer. Donc, c'est tout cet accompagnement qui vous permet de réussir votre projet. On entend bien qu'un projet de construction, c'est un projet d'une vie. Entre le premier jour constantement et la livraison de la clé de la maison, nous sommes aux alentours de 15 mois, le temps du prêt. C'est très simple. Un permis de construire, l'instructeur parle de 3 mois pour l'instruire, mais avant il faut faire une étude de sol. Il y a 1 mois, étude pour la fosse septique, le temps que le syndicaliste nous donne la réponse. Ça fait 1 mois, rien que le permis de construire, c'est 5 mois. Il y a le temps de décider le point de vue. Oui, un projet de construction de maison, c'est un projet d'une vie. Ce n'est pas la peine de vouloir le faire vite, parce que lorsque les lieux sont montés, on ne peut plus changer. Donc autant prendre son temps et le faire vite. Mais les délais sont cadrés avec une planification. Et si l'ordre de travaux, les délais débordent, évidemment, on va dans la phase qui sont les pénalités trop tard. Pour résumer, les clés, c'est préparer son projet, tant financièrement et tant sur l'aspect qu'on veut. Et être bien conseillé pour pouvoir respecter le cahier des charges des urbanistes, mais aussi pour pouvoir allier votre souhait et ce que l'urbanisme fait. C'est tout pour vous. Merci, M. Lallier. Donc, nous allons notre temps de parole. Je vais faire une petite synthèse de ce qui a été dit. Donc, pour reprendre, nous devons, lorsque nous voulons construire, établir son budget, rechercher son terrain. Toujours priorité, on établit son budget, c'est important. On établit son budget, on définit son projet, les règles de l'urbanisme. Si vous choisissez la création, nous allons nous occuper de tout ça. C'est un petit peu long, c'est un petit peu difficile, c'est nous qui nous en chargeons. Réussir son projet de construction, c'est anticiper et planifier chaque étape du projet, s'informer et se former, s'il le faut, bien communiquer avec son maître d'œuvre et ses artisans, il ne faut pas avoir peur de parler, de communiquer, privilégier un bon maître d'œuvre qui va choisir des matériaux et des équipements de qualité afin de faire en sorte que votre projet dure longtemps. Une maison, c'est sur plusieurs années, voire décennies. Et gérer votre budget avec rigueur et prévoir une marge d'imprévu. Donc, il est important, encore une fois, d'être accompagné par un professionnel compétent, avec de bonnes assurances, pour obtenir une satisfaction et une fierté d'avoir une maison. Parce qu'une maison qui est mal construite, très franchement, vous n'allez pas être heureux à l'intérieur. Donc, choisir un constructeur, un maître d'œuvre comme Villacraz compétent, c'est avoir la garantie d'être chez vous et d'être heureux. Voilà. Donc, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, pour la préparation de votre dossier quand vous le déposez en banque, surtout sur un projet de construction. On reçoit beaucoup de dossiers qui sont refusés par la suite par les banquiers, non pas sur l'aspect solvabilité des clients, donc c'est des clients qui sont pleinement finançables, mais vraiment sur l'aspect projet. Et les clients donc démarchent très souvent, par exemple de la création, on leur donne un budget et puis ça ne correspond pas eux à leurs attentes. Et ils arrivent à finalement trouver des constructeurs qui répondent à leurs attentes et en termes de budget. Et ce qui se passe, c'est que ces professionnels mettent la maison en dos en l'air, ces fameux constructeurs, ils ne sont pas forcément inscrits dans un pôle habitat ou faisant donc des couvertes dans le cadre de contrat de construction. Aujourd'hui, le banquier demande à ce
ce que le client soit en mesure de fournir un contrat de construction. Ces constructeurs-là, qui mettent très souvent les maisons ordonnaires, ne font pas le contrat de construction. Et donc, du coup, passer par un maître d'œuvre, parce que la création, pour l'avoir déjà vu, crée ce contrat de construction. Et on va retrouver quoi dans ce contrat de construction? Le projet, les packers, on va retrouver les devis des artisans, on va retrouver les décennales des différents artisans, on va retrouver la décennale du maître d'œuvre, parce qu'il est couvert pour cette activité qu'il réalise. Et là, ça démontre bien que le client s'est fait accompagner par un professionnel. Le banquier va demander, si le client ne passe pas par un maître d'œuvre, d'être suivi par un cabinet d'architecte, ou sinon passer par des constructeurs qui s'inscrivent dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle. Je ne les citerai pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, les dossiers qui sont acceptés, ce sont les clients qui passent par le cabinet de maître d'œuvre, contrat de construction individuelle et enfin cabinet d'architecte. Donc il faut impérativement que vous respectez ces critères-là si vous souhaitez vous faire financer et si vous tombez sur des constructeurs qui aujourd'hui vous proposent de mettre votre maison en dehors et ne vous donnent que de vie avec une notice descriptive à la fin du devis, ce n'est pas accepté aujourd'hui par les partenaires bancaires. Vous vous essoufflez, vous allez perdre 3 mois sur un projet qui va être refusé. Autre condition demandée par la banque, ça va être la dommage ouvrage. Quand vous passez dans le cadre de la création de valeur, on va vous demander ensuite de souscrire à une dommage ouvrage, en plus des décennales qui couvrent donc le travail des différents artisans. Donc voilà, ça reste pour moi l'une des clés dans le cadre d'un projet de construction de maison individuelle. Prêt à répondre aux questions. D'accord, alors si vous avez des questions, je vous invite donc à le faire savoir. Vous avez des questions? Non? Personne? La partie financement, construction, pourquoi ça met autant de temps? Parce que vous avez parlé de 15 mois. Oui, on parle de 15 mois, on parle d'une année. Il faut bien comprendre que lorsque vous arrivez chez votre maître d'œuvre, vous dites je suis OK pour faire ma maison, par ce délai-là, le temps que vous devez vous mettre d'accord sur si vous êtes à terrain, là vous avez un terrain. Le temps de se mettre d'accord sur déjà le budget que vous avez et le plan. Il faut compter un bon mois, parce que vous envoyez le plan, vous allez dire moi j'aime bien, je veux une chambre plus grande, plus petite. Ensuite, lorsqu'on est d'accord sur l'emplacement de la maison sur le terrain, on envoie le dossier pour faire l'étude sur les assainissements. Le temps qu'il nous donne le rendez-vous pour venir sur place, le temps qu'il fasse leur étude, qu'il nous envoie le rapport. Ils ont un bon mois. À l'issue de leur rapport, c'est lorsqu'on fait la demande au syndicat mixte des eaux de Guadeloupe pour savoir quelle facette ils mettent. Eux, c'est 1 mois et demi. Donc, rien que cette partie-là, c'est 1 mois et demi. Et uniquement, lorsqu'on reçoit ces documents, on peut déposer permis de construire. Ce sont des pièces qu'il nous faut pour déposer permis de construire. Si on est dans une ville comme Bastère, c'est 3 mois, donc 2 mois et demi, 3 mois, déjà 5 mois et demi. Ensuite, la banque, elle vous donne votre prêt. Quand vous avez votre permis, il y a le délai de captation, entre 11 et 10 jours. Et le temps que vous avez rendez-vous avec la banque. Et les 11 jours, vous avez déjà un mois qui passe, donc il y a 6 mois et demi, et le temps de démarrer la construction, sachant qu'on va démarrer 2 mois avant. Dès qu'on a le permis de construire, on a un délai de dénonciation des voisins, des tiers, qui est de 2 mois. Au lieu d'attendre ce délai-là pour construire. Donc ça fait déjà 7 mois. 7 mois, 15, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois de construction pour une maison de 90 mètres carrés. C'est le délai. Mais rassurez-vous, quand on est dans l'action, ça va
très vite. Quand vous êtes avec une entreprise, vous savez que bon, un mois après, j'ai mes études de sol, j'ai des besoins, il y a des communications qui passent, ça passe très vite. Alors après, ça passe très vite. Mais en moyenne, il y a vraiment 15 ans pour être chez vous. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'une construction de maison, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on reste tranquille, on fait des choses sûrement et solidement. Voilà. Après, vous avez pour 60 ans de tranquillité, donc il faut prendre le temps. Elle voulait poser une question. Allez. Moi, j'ai pu comprendre que quand on prenait un contrat de construction de maison individuelle et le métro 2, je pensais qu'on était plus différent. On prenait le contrat, et que si on pensait par le métro 2, c'est quoi la première différence? Il n'y a pas vraiment de différence. L'encadrement, tout ce qui est garanti, tout ça. Elle veut savoir la différence entre CCMI et métro 2. Parce qu'au début, j'avais du mal à faire mon choix. Je pensais qu'il fallait passer par le CCMI que de le métro 2. Parce qu'on m'a fait comprendre que le CCMI a un meilleur encadrement que. On va vous expliquer. Monsieur Lundi va vous expliquer ça, on explique ça tous les jours. Vous allez comprendre l'intérêt pour vous et pour tout le monde. Alors, moi, je suis très cash sur ce sujet. Souvent, lorsque les clients vont vers des organismes d'accompagnement, les banques ont toujours tendance à leur dire allez voir un CCMI, c'est-à-dire un contrat de construction de bâtiment. En Guadeloupe, il n'y a que 4 entreprises qui ont ce contrat-là. Donc, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se passe que les conseillers les envoient à l'office. Si c'était la seule façon de construire, les architectes n'ont pas pu faire des maisons. Un architecte, par définition, c'est un métro de vie. Vous comprenez? Aujourd'hui, la grande différence entre un CCMI et un maître d'œuvre, c'est que votre construction vous appartient dès le premier jour avec votre maître d'œuvre. Le CCMI, la maison lui appartient jusqu'à ce que vous ayez payé. C'est pour ça que pendant la construction, vous avez des rendez-vous obligatoires, 5 ou 6, et que pendant la construction, vous ne pouvez pas accéder à votre maison. Le chantier est fermé. C'est pour ça que vous n'avez pas le choix non plus de vos artisans. Ils peuvent construire, et vous n'avez pas le choix de vos artisans parce que c'est eux qui font. Ils sont jugés par eux. L'avantage avec un maître d'œuvre, c'est qu'il est que juge. Il est là que vous contrôlez, vérifiez, et il vous doit en retour ses preuves de contrôle. Vous comprenez? Lorsqu'on fait une maison, on a l'obligation de vous rencontrer régulièrement et de faire des comptes rendus de chantier pour vous dire on a vu ça. Le constructeur, il est jugé parti. Il n'est pas obligé de vous dire j'ai vu qu'il y a une ferraille qui n'est pas posée puisque c'est lui qui l'a posée. Le maître d'œuvre, vous le payez pour vous dire qu'est-ce que tu as vu. Donc on a l'obligation d'aller chercher, de photographier. Oui, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc en termes de suivi et de coordination, vous avez plus d'assurance d'un travail juste avec le maître d'œuvre. Je ne jette pas de constructeur, mais vous avez cette assurance parce que le constructeur, il a des garanties qui peuvent être jugées par et faire un travail, s'auto-contrôler, ce n'est pas la même chose que faire que du contrôle. Avec Villa Création, les autres méthodes, vous avez la possibilité de choisir vos artisans, de dire je connais telle entreprise qui a fait un super travail chez mon voisin, chez une tante, chez ma mère, etc. Je veux que cette entreprise travaille chez moi. La loi nous oblige à accepter cette entreprise. Alors, aucun moment on peut nous dire non, on ne fait pas. Sauf si on a des preuves qui peuvent montrer que c'est pas une entreprise. Donc, on a des différences entre ça. Vous pouvez faire votre maison avec le maître d'œuvre, avec le constructeur. Selon moi, la garantie que votre maison vous appartient, que vous pouvez décider et faire vos choix, c'est avec un maître d'œuvre. Donc, est-ce que Mme Razafaki vous avez une Accessoirement, je voulais juste ajouter qu'au niveau des constructeurs de maisons individuelles,
synthétiser, ce que je vous dirais, c'est qu'avec un constructeur CCMI, donc vous allez avoir une maison comme eux, ils doivent être rentables, souvent ce sont des maisons types. Donc avec un maître d'œuvre, vous allez avoir plus de flexibilité dans votre façon de construire. En termes d'assurance et au niveau des banques, il faut savoir qu'un maître d'œuvre, quand vous allez construire avec un constructeur, je dis bien CCMI, ce n'est pas tous les constructeurs qui ont le statut CCMI, parce que le CCMI, c'est aussi des assurances bien spécifiques. Ces assurances ont un certain coût qui va se répercuter sur votre construction. Le maître d'œuvre a des garanties obligatoires qui vont faire en sorte que vous aurez une maison qui sera aussi garantie aussi fortement, mais qui vous coûtera beaucoup moins cher. Donc, un maître d'œuvre, c'est la flexibilité sur un coût beaucoup moins élevé. Voilà. Merci d'avoir envoyé la flexibilité. Le plus bel exemple, c'est lorsque vous avez votre contrat pour mettre avec le constructeur, il va vous faire un dossier, il va tout simplement vous dire vous avez du plateau, du carrelage, tel prix, et vous donnez le prix final de votre construction. Chez nous, flexibilité et transparence, vous aurez une devis avec le quantitatif et le prix exact de chaque élément. Combien coûte le mètre carré de peinture, le mètre carré de carrelage. Vous êtes vraiment maître de votre projet. Depuis le début. On part sur une feuille blanche avec vos idées et les prix sont ligne par ligne, sont visibles et connus. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes maîtres d'œuvre, vous êtes maître d'ouvrage. Donc, c'est votre ouvrage qui vous appartient et nous, on est maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'on réalise votre œuvre. D'accord? Et donc, c'est ça la différence. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Allez-y, pas de questions? Premièrement, je voulais savoir, vous avez parlé de la recherche de terrain. Donc, est-ce que vous accompagnez la recherche de terrain? Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'accéder aux espaces disponibles et savoir s'il y a de la place à la faire. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on trouve des ventes de maisons déjà construites, mais des terrains, jamais vu. Mais moi, je ne peux pas répondre parce que j'ai la qualité d'être un fonctionnaire de l'administration. Et ma vocation, c'est pas de dire, mais effectivement, il y a une contrainte d'Abastia parce qu'on fait 5 km, donc on est limité, on est très urbanisé. Et puis surtout, si vous voyez des terrains nus, je vais revenir juste dans mon cadre, qui est l'urbanisme, vous risquez de vous trouver dans un zonage qui s'appellera à urbaniser. C'est-à-dire que vous le savez, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué au moment où on se parle autour de la table, c'est la loi zéro net artificialisation. Je pense que vous en avez entendu parler, mais clairement aujourd'hui, nous, les humains, au sens large du terme, nous avons trop consommé la terre. Et donc demain, le principe de la construction individuelle sur des terrains avec, on va dire, 300, 400 ou 500 mètres carrés autour de la maison, ça va devenir très compliqué. Puisque ce qu'on nous demande maintenant, c'est de partir vertical. Vous le voyez déjà dans les grandes agglomérations, dans l'Hexagone, on rehausse les bâtiments existants. Et puis bien sûr, on les végétalise, parce que je reviens toujours au réchauffement climatique. Donc, à Basse-Terre, juste pour vous donner une lecture, je vais juste rappeler, comme je dis toujours dans le bas, prenez, là on n'est peut-être pas dans le domaine du maître d'œuvre, mais d'une agence immobilière, garantissez-vous que le terrain qu'on vous propose soit constructible. Parce que là, par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne vérifiera pas si le terrain vous appartient au moment où vous avez déposé l'autorisation. Mais par contre, si le terrain se trouve dans le zonage du document que je tiens en main où il est écrit à urbaniser, on ne vous délivrera pas d'autorisation. Il y a juste une exception, c'est une exception qui concerne 4 secteurs, c'est-à-dire que dans le PLU, vous voyez, là ça va devenir très technique, on est obligé de faire pour un PLU, faire un PADD, j'en passe et j'en passe, et il y a des OAP sur Basse-Terre, des orientations d'aménagement programmées. Et celles-ci, dans les zones AU, ont déjà établi des pré-règles, ce qui permet de réaliser des opérations et de délivrer des autorisations. Et pour d'autres secteurs, et notamment, on connaît tous Montbazin, en face de l'hôpital, il reste encore beaucoup de terrain dans cette zone
sur l'âge. Je vous dis clairement, c'est dû à lui. On connaît tous, on va dire, la résidence d'Elgrès, qui est les terrains Rhône. On a l'habitude de parler avec les zonages des familles. Il y a beaucoup de terrains nouveaux sur ce secteur, à côté de là où il y a le Monsieur Dubac, l'ancienne clinique. Et malheureusement, tout ça, c'est aussi dû à l'urbaniser. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ouvert à l'urbanisation. Et j'ai l'honnêteté, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on arrivera sur le PNU à terme, vraisemblablement, on n'ira jamais vers l'ouverture. Parce que, comme je l'ai répété, aujourd'hui, il y a une règle qui nous dit ne consommons plus et consommons. Et donc, vous l'avez rappelé dans vos propos, il y a beaucoup de maisons en état d'abandon et qui nécessiteraient d'être démolies, enfin peut-être acquises, pour procéder de démolition et reconstruction. Ça commence, hein. On voit des prémices sur Basse-Terre, si vous êtes passé dans la rue Maurice Marécaire, on a des sujets comme ça qui se font. Et je pense que elle est là l'option, parce que aussi, là je vais me positionner dans mon rôle de technicien au sein de la collectivité, on a besoin de faire vivre. Et là, je vais aller même un peu plus loin. Vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est vraiment une parenthèse, parce qu'on n'est plus dans le parcours de l'habitat, mais on est dans l'habitat même, là aussi, du parcours, pour faire son acquisition. On a une OPA ERUC qui est lancée sur Basse-Terre. C'est-à-dire qu'on va accompagner les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs, ça a été évoqué aussi dans le cadre du financement, pour pouvoir réhabiliter les biens, pour pouvoir les occuper de façon plus confortable, pour pouvoir les louer. Parce qu'il y a un besoin, un logement qui est criant sur le territoire. Par contre, ça ne solutionne pas le problème de l'habitation. Soyons clairs. Ça, c'est aussi, si on revient toujours au même sujet, si la personne a son type de propriété entre les mains. Parce que là, on n'est pas dans l'urbanisme, vous avez bien compris. On est dans l'accompagnement pour pouvoir remettre à niveau tous ces biens qui sont soit dégradés, soit, entre guillemets, en état de ruine. Et vous avez un gros projet comme ça qui se fait aussi au Carmel, quand on va vers la forêt de Grèce. Et là, honnêtement, vous pouvez prendre la tâche du maître d'œuvre, parce qu'il faut vous accompagner, j'imagine, sur ces sujets-là. Il y a des fonds à mobiliser pour vous, les particuliers, pour pouvoir faire des opérations de réhabilitation. Parce qu'on est à la fois, nous, ACD, à la fois, comme j'ai dit, dans des périmètres inscrits, donc la BF, qui vous accompagne quand elle nous impose des règles. Donc, comme je dis, là, je suis sur un autre champ, mais c'est du conseil. Donc, vous pouvez mobiliser quand même des ressources financières qui peuvent viabiliser le projet à terme. Merci. Donc, moi, je vais quand même m'étendre un peu sur le sujet, puisque nous avons effectivement constaté cette difficulté. Nous avons des clients qui viennent avec leur terrain. Même à ce moment-là, il y a des embûches, parce que c'est un parcours du combattant. Les embûches, il y a des terrains qui sont en indivision. Donc, effectivement, soit vous pouvez construire si vous pouvez faire un permis, mais comme je dis, vous n'aurez pas de prêt dessus, parce que vous n'avez pas le titre de propriété. Première embûche. Encore une fois, il faut savoir que si vous voulez construire sur une ville comme Basse-Terre, cette ville est magnifique et elle a beaucoup de monuments historiques. Donc il faut savoir que vous pouvez avoir un terrain et comme l'a expliqué le Prince, vous n'avez pas le droit d'usage. Il faut respecter la réglementation de la ville et se rajoute encore une réglementation quand on est proche d'un bâtiment touristique, d'un bâtiment historique. Vous n'aurez pas le droit de faire certaines choses parce qu'il y a un bâtiment historique, donc il y a des choses à ne pas faire n'importe quoi autour du forêt de la. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire chez l'habitation pour les gens qui viennent et qui n'ont pas de terrain, c'est de faire avec eux la recherche de terrain. Nous avons beaucoup de partenaires d'agences immobilières. Après, chacun peut effectivement aller sur son ordinateur chercher les terrains. Mais c'est vrai qu'on a des liens très, très particuliers, donc nous pouvons déjà établir des choses qui sont. On va filtrer, on va savoir que bon, madame Intel, elle cherche un terrain sur telle et telle commune. Donc, on va informer nos partenaires en immobilier qui vont nous envoyer des terrains qui correspondent à son critère, son budget. Parfois aussi, il faut savoir que les gens veulent acheter des choses pour eux. C'est pour moi, c'est ma maison, etc. Effectivement, il peut s'avérer qu'il soit nécessaire peut-être de réfléchir à acheter à plusieurs, parce que maintenant, on vous vend des terrains qui font 3 000 m², qui coûtent 240 000 €, et c'est quasiment impossible de pouvoir tenir seul. Donc, ça vaut le coup de faire une SCI, de faire un montage, et ça coûtera beaucoup moins cher qu'un frais de notaire, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de notaire, nous avons l'intention de faire une conférence qui sera vraiment précise sur l'indivision et tous les éléments qui sont avec les notaires, parce que c'est encore une très très grosse partie.
clarifier les choses. Nous avons beaucoup d'éléments de division qu'on voit. Il y a aussi un élément dans cette façon, c'est la nouvelle démarche, c'est-à-dire c'est le biotope, c'est la loi de l'imperméabilisation des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'arrêter de bétonner partout. Donc on va essayer au maximum de ne pas bétonner, comme M. Prince vous expliquait, et de construire sur déjà l'existant. Ce que je veux clarifier, et M. Prince peut-être interviendra, c'est expliquer qu'il n'existe pas de régularisation de permis de construire. D'accord? Je voulais intervenir là-dessus. Ah oui, ça c'est un sujet. Voilà, alors je vous en prie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on ne dispose pas de l'usage de la propriété de qu'on détient, de façon coutumière, pas forcément dans de la construction, parce que j'ai eu dans le préambule tout à l'heure l'occasion d'évoquer, construire une maison de but en blanc, comme on a dit, c'est un parcours du combattant, on ne va pas soulever une citation, mais par contre, avoir des extensions, ce que j'appelle chez moi la dilatation naturelle du bien immobilier. Et c'est très client dans des secteurs comme la cité Boulogne. Aujourd'hui, vous avez, ou sur la cité Réchaud, pour les Bastillons, vous êtes, ça vous parle, mais on se trouve confronté où les habitats sont venus pratiquement se juxter et on n'a plus des ruelles. Alors le premier sujet, c'est la sécurité des biens et des personnes pour le maire. Il y a un pouvoir de police qui s'impose à lui. Et quand vous trouvez dans cette configuration, pour assurer le bien et la sécurité des personnes, compliqué quand vous commencez à ne pas avoir l'accès pour les pompiers et que vous n'êtes même pas certain d'avoir un réseau incendie qui doit vous permettre de défendre contre un incendie. Donc, la régularisation, pour reprendre le contexte, c'est qu'on se trouve souvent confronté où les gens viennent vers nous avec un dossier en disant j'aimerais que, sauf que comme ils ont réalisé sans avoir eu au préalable avec l'accompagnement d'un professionnel, maître d'œuvre, architecte ou autre, le document qui est régi, ou voire ils l'ont fait, parce que ça c'est aussi une particularité, ils l'ont fait antérieurement, c'est-à-dire ils viennent régulariser, mais au bout de plusieurs années. Le PLU que je vous ai montré date de 2017. Auparavant, on était en poste. Bien évidemment, quand on est passé du poste au PLU, les règles ne se sont pas superposées. Puisqu'entre deux, il y a des tables de loi, on va montrer les autres, qui sont venus nous donner des obligations. Et ces obligations, elles sont plutôt restrictives que voient aller vers l'élargissement. Elles redonnent un cadre qui se resserre de plus en plus. Et du coup, le PLU n'est plus contraignant que le poste qu'il y avait en 2017. Donc vous avez fait votre extension en 2017, vous venez nous voir, on va dire en 2024, vous dites j'ai envie de régulariser, parce que par exemple vous vous intéressez à acquérir une maison, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous dites voilà, la maison, avant d'acquérir, il faut peut-être que je vais l'acquérir et je vais faire des extensions dessus, mais vous pouvez vous interroger. C'est pertinent de s'interroger parce que vous allez venir devant nous et vous dire mais non, c'est pas possible. Parce qu'à la fois, les formes de toiture qui ont été faites ne respectent pas les pans, la hauteur n'est peut-être pas bonne, les prospects, comme j'ai dit dans mon préambule, ne sont plus respectés, et j'en passe. Donc, on voit beaucoup de communication sur le principe de régulariser. Soyez prudents, parce que la régularisation, c'est pas. Si partout du combattant de la construction, c'est déjà quelque chose, la régularisation, c'est en aucun cas un faire tranquille. Parce que vous partez du constat où vous avez quelque chose qui existe, et vous devez le faire entrer dans une boîte. Sauf que si la chose qui existe, elle n'a pas la taille de la boîte, ça ne marchera jamais. Et là, vous restez toujours dans un bien bâti, et comme l'a rappelé Mme Lefort tout à l'heure, elle a dit, vous pouvez avoir un bien bâti sur lequel vous n'avez pas la foncière, et là, il va se trouver une difficulté de la vente ou de la succession. Et ça, c'est vraiment important à retenir. En tout cas, pour nous, en service sur barre, définition, on peut parler de PC significatif parce que vous pouvez, au cours de votre construction, vous rendre compte que vous avez besoin de faire un ajustement, et le maître d'œuvre va vous conseiller dans ce domaine-là. Le PC modificatif, vous prenez la même référence de permis de construire que vous avez déposé, et vous mobilisez une modification. Par exemple, vous avez dit, tiens, il faut que je crée une porte supplémentaire. Ça, c'est un PC modificatif. Mais dire, je viens faire une régularisation, moi, clairement, en tant que directeur du pôle de l'urbanisme, ce n'est pas le sujet. La régularisation, c'est réfléchir a posteriori. C'est comme si, entre guillemets, vous vous étiez dit, je vais aller plonger dans la mer, et puis vous dites, est-ce que je sais nager? Ça ne marche pas. Hein. Effectivement, le parallèle que moi je fais souvent, c'est le permis de conduire. Est-ce que si vous conduisez pendant 30 ans sans permis, vous allez voir la police en disant ouais, mais ça fait 30 ans que je conduis, c'est bon, je peux avoir le bac, non? Ça ne va pas se passer comme ça. Au contraire, c'est vrai que si vous avez des constructions qui
qui n'ont pas de permis de construire, que vous savez, au contraire, vous avez des risques d'avoir des amendes, etc. Ou que la police vienne vous voir pour vous dire est-ce que vous avez votre permis de construire. Donc il arrive qu'effectivement, des maisons qui ont été faites depuis il y a très très longtemps, je ne sais pas pour la ville de Basse-Terre, certaines villes par exemple, elles savent qu'elles n'ont pas les archives. Donc elles ne vont pas être trop dures, parce qu'elles savent qu'elles-mêmes peut-être qu'il y a eu un permis et que les permis n'étaient pas accordés avant, comme ça c'est maintenant. Ça c'est vraiment durci. Et donc c'est pour ça que même si vous choisissez de ne pas construire, que vous vous dites je vais acheter un bien un petit peu oui là, dans Paris, je vais la mettre à jour, peut-être même que vous ne pourrez pas parce que le permis d'aujourd'hui va vous bloquer en fait. Les règles de l'urbanisme vont vous bloquer, notamment l'assainissement collectif, j'ai vu ça, des gens qui achètent des maisons, tout bien fait, mais une fois qu'il faut demander l'assainissement collectif, qu'est-ce qu'on en fait, ça fait 30 ans qu'elle est là, et en fait, quand vous allez faire la demande à la SFGEAG, ils vont vous dire que non, c'est une poste qui est à détruire, et je peux vous assurer que c'est un coût. C'est un coût pour démolir une fosse, surtout qu'elle est trop près de la maison la plupart du temps, qu'elle n'a pas d'adresse, les gens avant, les pieds sortaient directement dans le jardin. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Après, ce que vous devez savoir, c'est qu'on s'en charge. Justement, étant donné que nous avons décidé de, nous, Villacrage, nous avons décidé de conseiller gratuitement toutes les personnes qui viennent vers nous pour définir avec eux la réalité des choses avec nos connaissances et notre expertise. Voilà, moi personnellement, j'ai fait 20 ans de faculté d'architecture et j'ai fait spécialement les permis de construire pour des grands bâtiments, des centres commerciaux, etc. Mais c'est vrai que je préfère que les gens soient au courant et leur dire avant qu'ils aient payé 1 centime, ça ne va pas être possible. Donc, faites-vous conseiller qu'on a rien. C'est possible, c'est faisable, vous ne payez rien, on va vous conseiller, venez vers nous, dites-nous oui, il y a un tel qui m'a proposé un terrain, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a certaines personnes où je leur ai dit non, vous avez un terrain qui est super, mais regardez la pente. La pente fait que si vous allez construire là, vous allez devoir payer un soubassement énorme, un terrassement énorme. Et la personne n'a jamais vu ça. Elle avait dit ça parce que c'est pas tout le monde qui a les connaissances. Donc nous, Villacrage, nous mettons ces connaissances gratuitement à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. Quelqu'un a une question? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est limité dans les matériaux pour la construction pour le style de maison? Comme maintenant, on fait beaucoup de maisons très bio, en bois, ça. On voit, est-ce que vous faites ça ou vous êtes limité? En tant que maître d'œuvre, nous réalisons tout type de construction. Donc on fait des maisons en bois, des maisons en parpaing, des maisons en béton, des maisons sans usage métallique. On est capable aussi de faire des mélanges. On a déjà réalisé par le passé des maisons totalement autonomes en énergie solaire, toutes nos maisons. C'est vraiment venu avec notre idée, notre conception, et on a fait en fonction de vos possibilités. Notre objectif aussi, c'est de chercher des solutions, de favoriser les ventilations naturelles. Il y a vraiment ce travail de conception et de recherche pour adapter les tailles des pièces, les murs, les types de matériaux avec ce que vous souhaitez. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments, les matières qui sont autorisées, de toute façon, on ne les laissera pas faire n'importe quoi, tout est normé, et donc, selon ce que vous allez choisir comme matériaux, matière, si vous décidez de faire du bambou aujourd'hui, ça va être difficile, c'est sûr. Une maison en bambou, à Thaïlande, ça fait beaucoup, par exemple. Ici, en Guadeloupe, pour obtenir le PMU, les décorations, ça va être difficile de revaliter. Donc, on est limité uniquement par ce que la réglementation nous oblige à faire. Toujours la réglementation, c'est toujours un peu contraignant, mais il faut penser que c'est pour notre sécurité. Parce qu'on a vu des dégâts au sein, des éboulements, voilà. Il m'est arrivé, j'ai beaucoup de petites histoires et d'anecdotes que je parle de mon expérience, mais j'ai déjà rencontré quelqu'un où je lui explique qu'il ne peut pas construire là où je construis parce qu'il y a une source
source à côté et que cette source, elle peut être inondée. Et il me dit, bon, ça fait 20 ans que je suis là, il n'y a jamais eu une inondation. C'est pas le problème du tout. Parce que, oui, peut-être que c'est comme la Sophia, peut-être que pendant 20 ans, 50 ans, il ne s'est rien passé. Peut-être que demain, il va se passer un truc. Donc, on ne parle pas sur des idées, il ne s'est jamais rien passé pendant 20 ans. Alors voilà. Donc, nous, de toute façon, on est restreints par la réglementation pour votre sécurité. Voilà. Et laissez libre pour votre imagination et on se chargera de redéfinir les règles pour que ça corresponde quand même un maximum à votre besoin, mais que ce soit aux normes, parce que sinon, de toute façon, vous n'aurez pas le droit de vous faire. Ça répond à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame? Alors, j'ai deux questions, plus pour la partie financement, parce que moi je suis encore à ce stade-là. Alors, il y a les prêts qui sont proposés par les banques. Par contre, j'ai déjà fait la démarche de déposer en fait, des demandes de simulation bancaire, etc. On ne prend pas en compte les possibilités de prêts aidés. Je ne sais pas si ça existe toujours. Quand j'étais plus jeune, j'entendais parler de prêts à taux zéro, ce genre de choses. Est-ce que ça peut venir en complément si c'est selon les cas? Parce que je pense qu'il faut répondre à l'équilibre. Et la deuxième question, c'était par rapport à ce qu'a dit aussi M. Prince par rapport aux besoins en logement. Si le projet inclut une partie locative, de quelle manière est-ce que c'est pris en compte dans le financement? Il n'est pas éligible à la police, c'est sous condition de revenu, et on va regarder le revenu fiscal de référence N-2. Et si, selon la composition de votre ménage, vous êtes en dessous de ce revenu fiscal de référence, vous êtes éligible donc à la session sociale. Alors, qu'est-ce qu'il va financer? Il va financer principalement les frais annexes du projet, à savoir les frais de comptage, si vous passez par un courtier, les frais de notaire, et également les frais de garantie. Restera à la charge du client uniquement les frais de dossier. Les frais de dossier, ça peut représenter un montant de 500 €. Aujourd'hui, on peut faire la cession à la propriété en ne déboursant finalement que 500 € de frais de dossier. Maintenant, pour regarder les conditions d'éligibilité en termes de revenus. Vous avez évoqué le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, on le retrouve plus sur la construction de maisons individuelles. Donc, tous les projets qui ont une construction, on n'aura pas de prêt à taux zéro. Cependant, sur certaines zones, et là encore, ce n'est pas encore véritablement défini par les banquiers, il faut savoir que lorsqu'on est dans des zones particulières, zones tendues, on peut avoir du prêt à taux zéro pour les projets de terrain de construction. Et là, je parlais vraiment sur le sujet du jour, la construction individuelle. La règle dit que normalement, on n'en a pas, mais sur certaines zones, on est censé retrouver. Donc en fait, il faut juste solliciter le courtier et nous on prend la tâche avec le banquier pour lui demander si sur cette zone-là, le client peut présenter une demande de prêt à taux zéro. Donc à vérifier. Votre dernier sujet maintenant sur le locatif. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les banquiers ne souhaitent pas financer les projets d'investissement locatif pour les clients qui ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale. Oui, j'y viens. Ça pas dans le film. Et donc, du coup, je le disais tout à l'heure, ça dépend aussi et surtout du profil du client. Aujourd'hui, on arrive à financer des présentant un certain niveau de revenus, on arrive à le financer en investissement locatif. Mais d'une manière générale, on aurait souhaité que le client soit déjà propriétaire de la résidence principale. Maintenant, le client veut s'inscrire dans le cadre d'un projet mixte. Le projet mixte, c'est double vocation. Je fais le projet de ma résidence principale. C'est sur 2 niveaux. J'occupe le haut ou le bas. Et en tout cas, l'autre niveau est dédié à la location. C'est possible. Par contre, en termes de durée, on ne pourra pas faire du 300 mois, du 25 ans. On ne pourra le faire que jusqu'à 20 ans. Donc
c'est quand même contraignant au niveau donc, de la charge de paie et au niveau du taux d'endettement si le client présente déjà des endettements. Donc oui, le projet mixte c'est possible avec un double projet. Et du coup, qu'est-ce qu'on va prendre en compte en termes de pourcentage donc, pour le revenu locatif? Donc s'il est déjà existant, il y a des banquiers qui vont prendre en considération jusqu'à 90%, 70%, 80%. Et si le locataire n'est pas encore en place, on prendra 50% de ce revenu futur dans le cadre de l'analyse pour le fameux loyer. Donc, pour l'apport, Alors, pour l'apport, ça va être du 10% parce que c'est du projet mixte, c'est de la résidence principale avant tout et accessoirement, donc, un investissement locatif, donc on demandera 10%. En revanche, si le projet s'inscrit uniquement dans le cadre d'un investissement locatif, on va vous demander entre 20 et 30% d'apport. Là, les durées ne seront pas les mêmes. Sur du locatif, on va aller maximum sur du 180 mois généralement chez les partenaires bancaires, c'est du 15 ans. Et chez certains, 20 ans, ils sont rares. Et sur du locatif, on ne fera pas 300 mois. vous avez d'autres questions? Juste un petit peu concernant la baisse des taux, qu'est-ce qu'il en est? Je sais qu'en septembre, à la télé, j'ai vu qu'on arrivera dans les 350. Mais est-ce que c'est officiel? Alors, c'est vrai que l'année dernière, on a connu une année exceptionnelle dans le financement, dans l'immobilier, même au niveau de Non, enfin, nous, ça ne s'interfère pas beaucoup parce que la terre a bien rappelé, on dispose de peu de foncier. On fait très peu d'autorisation, on fait beaucoup d'extensions. On n'a pas cette particularité d'avoir de la surface foncière disponible. Vous pensez que ça vous a eu un impact peut-être moins de demandes d'instruction Non, parce que, comme je dis, on a accédé. Donc, on n'est pas sur un marché, enfin, on a un marché qui est un microcosme, en fait, on n'est pas du tout dans le contexte de l'habitat individuel. On a accédé qui est venu, on a beaucoup vous voyez, je vous dis, il y a des opérateurs économiques qui sont venus sur le territoire, les bailleurs continuent de construire. Donc, le flux d'urbanisme est similaire à la différence des communes. On va prendre sur la frontière ou autour de l'aire de Pointe-Noire. Moi, j'ai un petit bourg, c'est totalement différent. Mais nous, c'est plus linéaire. Les taux n'ont pas afflué. Alors, du coup, on a eu une année vraiment très exceptionnelle l'année dernière. Je donne un exemple tout à l'heure. Faire l'acquisition l'année dernière à 5,40, c'est comme si on achetait deux fois le bien. On achetait un bien de 250 000 euros et payait 250 000 euros d'intérêt. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur cette tendance-là. On observe une baisse très marquée depuis janvier. Et là, tous les trimestres, parce que les cours ne sont pas forcément revus tous les mois, mais tous les trimestres, on a une tendance qui se dessine et qui est plus ou moins baissière. L'année dernière, le sujet de l'immobilier n'était pas forcément un sujet de travail chez tous les partenaires. C'était une stratégie. Ils décidaient donc de travailler plutôt l'épargne. Et puis d'autres ont décidé l'année dernière de se démarquer. Donc il y avait des banquiers l'année dernière qui finançaient à des taux très raisonnables, très en dessous des 5,40 que j'ai évoqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le marché de l'immobilier est relancé et tous les partenaires aujourd'hui pratiquent donc une baisse de taux. Alors il y en a qui sortent du lot, je ne les citerai pas, sinon je ne travaillerai pas. Mais ce que je peux vous dire au niveau d'une tendance, sur du 25 ans, on va être sur du 4,18. Sur du 20 ans, on va être sur du 3,90. Et sur du 15 ans, on va être sur du 3,70. Alors vous me direz, c'est beau. Et je vais vous répondre, attention, parce qu'en qualité de courtier, de par cette relation privilégiée qu'on a avec les partenaires bancaires, on accède à des offres exceptionnelles. Là, pour le coup, on a une offre en ce moment qui se termine vers le 17 juillet. Et sur du 25 ans, aujourd'hui, on arrive à traiter à 3,29. C'est des offres one-shot, ponctuelles. Ça existe. Il faut solliciter un courtier pour pouvoir avoir accès à ça. On a eu, avant ce 3,29,
je vous ai évoqués tout à l'heure. Alors, à côté de ça aussi, vous avez des prêts boostés, j'ai oublié de le dire, des enveloppes de 20 000 € pour des personnes qui ont moins de 30 ans. Donc, ça pallie au fait, justement, alors, si vous fait sourire, ça fait sourire en général aux personnes qui ont plus de 30 ans. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui ont 30 ans? Vous avez, par exemple, Action Logement. Mais là, encore, Action Logement, c'est pour les personnes qui ne sont pas fonctionnaires, c'est pour les personnes qui sont dans le privé. Vous avez une enveloppe de 30 000 € à 1%. Ça, on peut l'intégrer dans les projets de la création. Mais voilà, très souvent, on compte en général sur un ménage. Il y en a un qui est fonctionnaire, l'autre dans le privé, du coup, ça ne passe pas. Donc, mis à part Action Logement, le cas accession sociale, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais sous condition de revenu, avec un revenu social de référence, et les enveloppes de prêts boostés de 20 000 € à 0% pour les moins de 30 ans. Mais là encore, c'est des offres exceptionnelles. Vous avez aussi des enveloppes à 10% du montant du projet. Donc, on a un projet, on retire le montant de l'apport personnel, et ce qui en découle, donc le résultat, on prend 10% de ce montant-là, et il est entre 2%, 1 et 2%. Donc voilà, il y a matière à faire. Et effectivement, c'est vrai que ce n'est pas un réflexe aujourd'hui des banquiers, quand ils voient sur leur client de mettre ces offres-là dans les propositions de leurs clients. J'en ai pour preuve un client que j'ai accompagné il y a peu de temps où il était à 4,50 au niveau de sa branche. Et donc, il veut faire jouer la concurrence. Moi, j'avais très nettement beaucoup plus bas que cette tendance-là, parce que j'étais à 3,50. Et il me dit, voilà, ma banque m'a fait un prix à 4,40. Sauf qu'il faut savoir que cette banque-là avait la possibilité de déroger au niveau du taux de 0,30. Donc, elle aurait pu proposer à son client du 4,20, elle ne l'a pas fait. Donc, ça fait ressortir plusieurs sujets. Le premier, ça fait longtemps que le client est dans sa banque. On ne va pas forcément lui proposer à lui, donc la solution la plus basse. On va le faire en position agressive avec les nouveaux prospects. D'accord et donc, du coup, d'où l'intérêt finalement de passer par le courtier qui lui positionne votre dossier tout de suite au plus bas parce qu'il fonctionne au mieux des intérêts des clients. Et puis surtout, quand on fait ce métier, on se dit si on propose par exemple du 3,50 clients, on sait très bien qu'il fait 3,29 ailleurs, c'est qu'on passe à côté de notre métier, c'est qu'on sait que c'est un client qui partira à la concurrence. Donc, dès le départ, on positionne le client au plus bas et au mieux de ses intérêts. Étant donné qu'on a déjà travaillé avec Madame Martinucci, j'aimerais quand même apporter une précision, c'est-à-dire qu'on a eu un cas aussi du nombre de mois, donc moi je l'ai appris à ce moment-là, c'est-à-dire que la banque avait proposé un financement beaucoup plus loin que la retraite, en sachant qu'à la retraite on va perdre des revenus, etc. Donc effectivement c'est un choix. Donc quand vous dites que effectivement c'est quand on fait une proposition, c'est aussi que le client soit bien fermé. Alors, ce que l'on retrouve beaucoup dans notre métier, ce sont des conseillers en agence qui font des simulations à leurs clients. Dans la plupart des cas, ils ne connaissent pas les conditions d'octroi de leur établissement. Parce que ce n'est pas un sujet de travail régulièrement. Vous avez en général, parce que moi j'ai pratiqué ce métier-là pendant des années, pendant 13 ans, avant de devenir courtier. Et ce n'est pas forcément le cœur d'un métier d'un conseiller. Le cœur d'un métier d'un conseiller, aujourd'hui, c'est de gérer le de son client, de faire du crédit conso, du recrutement de crédit. Et puis, accessoirement, de temps en temps, on peut avoir des clients qui nous sollicitent pour des projets de vie, des projets long terme. Mais ils n'ont pas forcément cette expertise-là en agence. Et ils font des simulations à leurs clients qui leur permettent aux clients de signer un compromis et ensuite de faire un versement de séquestre au niveau du notaire. 2-3 mois après, alors déjà ça prend du temps au niveau de l'instruction, le projet se retrouve refusé. Le client ne comprend pas parce que son banquier lui a fait une simulation sur, par exemple, 276 mois. Le voilà, c'est pas que l'analyse du dossier, si je devais reprendre l'exemple de l'OM, l'analyse a été faite avec un revenu de 4 000 €. Au moment où la personne a instruit le dossier,
puisque pratiquement la totalité du projet repose sur le revenu à la retraite. Donc il faut demander au client son revenu à la retraite et recalculer le taux d'endettement du client sur cette période-là. Et si effectivement on est au-dessus du taux d'endettement de 35%, on ne peut pas émettre une simulation client. Donc là, c'est un manque d'expérience qui ressort. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Et moi, je pense systématiquement dans le cadre des analyses, cela en compte au niveau du revenu à la retraite, parce que c'est ce qui est regardé finalement. Donc on va recalculer le taux d'endettement sur la période d'activité et le taux d'endettement sur la période de la retraite du client. J'en profiterai pour vous dire que la dernière clé de la réussite de sa construction de maison individuelle, c'est même après. Une fois qu'on vous a remis les clés, que vous êtes installé au bord de votre piscine, c'est pas fini. Parce qu'une maison, ça s'entretient. Et puis il y a la taxe foncière qu'il faudra payer une fois que vous serez à la retraite. Vous voyez, donc une maison, c'est toujours de l'argent, de l'entretien, etc. Donc quand vous prévoyez de construire une maison, prévoyez quand vous aurez fini de la construire également. Pour ne pas vous retrouver dehors, etc. Et s'il vous plaît, on connaît les situations en Guadeloupe. Vous faites, quand vous faites vos petits héritiers, là pour l'instant ils ont 5-6 ans, mais prévoyez que quand ils seront grands, quand vous aurez bien déterminé qui va hériter quoi, parce que ça évite des problèmes dans la famille, etc. Et encore une fois, une anecdote, la vie n'est pas faite d'amour et d'eau fraîche. Protégez-vous. Vous pouvez vous retrouver à la rue parce que la personne avec qui vous avez construit, votre amoureux, le terrain lui appartenait, vous n'avez aucune façon d'expliquer que vous avez mis tout votre salaire dans la maison. Donc, on s'aime, on s'adore, mais on fait les choses de manière à se protéger soi et ses enfants d'abord. C'est important. Voilà. Je tiens quand même à ajouter, parce que très souvent les banquiers ont tendance à faire des simulations, vraiment tout bas à leurs clients, et parfois pour arranger le client, pour faire plaisir au client. Je tiens quand même à rappeler qu'une simulation, c'est engageant. C'est engageant dans le sens où vous signez un compromis et vous versez un séquestre. Aujourd'hui, une agence immobilière, pour pouvoir vous remettre votre séquestre, elle vous demande 2 refus bancaires. Alors vous imaginez que vous avez perdu 3 mois pour obtenir le refus de votre banque, vous n'avez sollicité que votre banque et vous vous apprêtez à perdre votre séquestre. Imaginez que vous avez fait un séquestre de 15 000 €, donc ça mérite réflexion. C'est pour ça que dès le départ, il faut savoir si véritablement le projet passe au niveau de la solvabilité. Est-ce que j'ai la solvabilité financière pour que ça passe? Et ensuite, ce que je vais faire dans ce séquestre sur un terrain, est-ce que le projet du constructeur que je présente va être financé par la banque? Effectivement, c'est très bien souligné. C'est pour cette raison que la première question qu'on pose, c'est avez-vous votre capacité financière? Et on conseille d'office d'aller vers le courtier lorsqu'on sait que le document qu'on va avoir sera réel. Et c'est à partir de cela qu'on peut déterminer la taille de la maison et les disponibilités. Et c'est pour ça que l'inflation ne fait pas vraiment de maison catalogue. C'est bien pour pouvoir adapter le projet au budget pour à la fin ne pas se retrouver des surprises, des choses oubliées, des choses non réalisées. Je vais préciser ça. Oui, le mot d'ordre de la création, c'est transparence. Vraiment, vous êtes au courant de tout, vous savez tout, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On est là, on répond. Ce que moi je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, quand on est sur la ligne de départ, on a une envie, on veut construire, il faut bien se comprendre entre la simulation bancaire et le prêt. Vous allez devoir financer toute la partie permis de construire, la partie dossier de consultation des entreprises. Ce n'est pas gratuit. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent en nous disant oui, je voudrais un devis pour ma maison, c'est pour la banque. Mais en fait, ce n'est pas un devis pour la maison, pour la banque, parce qu'en fait, il faut un permis. Et pour faire un devis pour une maison qui soit sûre, qui ne coûtera pas 15 000 € de plus, il va falloir qu'on consulte toutes les entreprises, que le devis soit engageant, c'est-à-dire que vous allez signer ces devis-là. C'est pour ça que nous, on veut être super précis, que ça rentre dans la simulation. Et nous,
que Mme Radjouki, elle vous fasse un peu de papier, mais c'est quand même entre 6 000 et 7 000 euros que vous devez débourser. Donc imaginez, vous n'avez pas le terrain, en plus les agents qui vous pressent, oui, ça va partir, et vous devez faire une promesse de vente pour pouvoir faire le prêt, la demande de prêt. Donc quand on a la demande de prêt, il faut sortir de ça. Donc c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut se rendre compte. C'est important. J'ai une question. Plusieurs questions. Alors. Donc, c'est cette question qui s'adresse particulièrement à Mme Radjouki. C'est peut-être qu'elle a la notion de. Je vais parler sans micro un peu plus fort. Oui, alors, récemment, il était passé aux infos un amendement qui a été voté par le gouvernement. Cet amendement consistait à rallonger les durées d'emprunt à 27 ans. Jusqu'à maintenant, les organismes prêteurs pouvaient prêter jusqu'à 25 ans, donc les fameux 300 mois qu'on a parlé. Et aux infos, j'ai bien vu un reportage où il parlait que certains organismes ou banques peuvent prêter jusqu'à 27 ans. Est-ce qu'ici, en Guadeloupe, nous avons des organismes qui financent sur ces durées-là? Alors, jusqu'à maintenant, en Guadeloupe, je n'en ai pas encore vu. D'une manière générale, on finance jusqu'à 25 ans. Et le temps, finalement, c'est mesure ça en Guadeloupe, ça prend. Donc, pour répondre à votre question, non, on ne le fait pas pour le moment. Et il faut savoir, on finance par exemple sur 30 ans. Si on ne fait pas. Okay. Et même si ça devait se faire, ça va se faire pour des profils de clients jeunes, pour la vingtaine, la trentaine, mais quarantaine et pas plus. Parce que ce qu'on va regarder finalement, c'est le jeune à la retraite. Vous avez une question? Oui. Encore une question qui est pour Mme Radjouki. C'est la rémunération du coursier se fait par rapport à quoi? Quels sont les critères qui sont pris en compte? Alors, oui, un courtier solidaire. Et le courtier solidaire, en dernier lieu, il vous accompagne jusqu'à la signature chez le notaire. À ce moment-là, du coup, vous payez. D'abord, mon cas, son frère, vous payez. L'agence immobilière également reçoit notre commissionnement. Et donc, nous arrivons en dernier lieu. Et si vous utilisez effectivement l'offre de prêt qu'on aura aussi obtenue sur votre projet, il faudra payer à peu près 1,25% du montant du projet. Je dis attention quand même, dans le sens où on aide à accompagner les clients, ou si vous devez faire 1,25% de 750 000 euros, ça serait juste exorbitant au niveau des frais. Et donc, c'est au cas par cas, à ce moment-là, nous, on négocie avec le client et on baisse très massivement, même en dessous de la moitié des frais. Donc, c'est quelque chose qui est négociable. Oui, il y a des frais, et on est payé en dernier lieu, uniquement en cas de réussite. Ça veut dire que si nous n'avons que des refus de prêt sur le dossier du client et qu'on a travaillé 3 à 4 mois sur le dossier, vous n'avez rien à payer. Parce que du coup, on aura gagné de prêt sur votre dossier. D'accord, donc un taux à 1,25 qui n'est pas limité en termes de montant. Qui est négociable. Qui est négociable. Et avec quand même un minimum de 2 000 euros de frais qui vont être demandés par rapport au projet. Donc, si vous présentez par exemple l'acquisition d'une aide de financement de 98 000 euros, si on fait un 25% de 98 000 euros, très nettement en dessous de 2 euros, on prend toujours un minimum de 2 000 euros. Et sinon, en général, c'est 1,25 € du projet négociable parce que parfois, on se retrouve avec des montants plus conséquents. Et la troisième et dernière qui s'adresse à Je vais simplement déjà faire une parenthèse. Pourquoi passer par le courtier immobilier? Quels sont les avantages? C'est simplement qu'un courtier immobilier, il a une puissance de feu puisqu'il connaît déjà la plupart des intervenants bancaires en Guadeloupe. De plus, Mme Radjouki elle-même, elle a travaillé en banque, elle a une certaine expérience. En tout cas, même les autres courtiers immobiliers, ils ont des connaissances
pour vous et de négocier pour vous. Et le conseiller en immobilier vient avec un portefeuille client. Je pense que ça peut aussi lui servir à appuyer en banque. Si quelqu'un sait qu'elle négocie avec Madame Razini, qui est un banquier, il sait que derrière, il y a peut-être 10 clients qui sont là aussi. Donc vous allez bénéficier de son expérience, de son expertise, et vous allez faire partie de son portefeuille. La troisième question. Oui, qui s'adresse à M. Valdi. C'est aujourd'hui, quelles sont les relations de VCG avec les différents organismes tels la CIMEG, la SNGEG? Parce que moi, les gens que j'ai pu côtoyer qui étaient en phase de construction, qui ont construit depuis, ont eu énormément de problèmes à se faire alimenter en électricité, alimenter en eau. Est-ce qu'en passant par VCG, on gagne du temps à ce niveau-là? Parce que le monsieur derrière, il a parlé du temps, pourquoi ça mettait autant de temps? Mais vous n'avez pas précisé en fait qu'il y a aussi ces délais-là à prendre en compte. On demande l'eau, mais l'eau n'arrive pas tout de suite. On demande l'apport du courant, le courant n'arrive pas tout de suite. Donc, est-ce que le VCG a une relation particulière avec ces organismes? C'est une question très judicieuse, je vous en remercie. On n'a pas de relation particulière avec une administration. Par contre, vu notre expérience, notre expertise, on a mis des choses en place qui permettent que ces délais-là n'existent plus chez nous. Tout simplement, lorsqu'on est électricité, on a remarqué que 6 mois après, certains propriétaires n'avaient pas de courant parce qu'ils sont en train de réseau. Donc, ce sont des choses qu'on fait depuis le début de chantier où on met en place ce qu'on appelle des compteurs de chantier d'office. Donc, on demande au client, on invite à prendre un compteur de chantier. On n'a pas vraiment besoin sur place, mais lorsqu'il est chez lui, dès la réception, il peut déjà profiter du courant, et ensuite l'EDF n'a plus qu'à faire un transfert. Oui. Donc, il ne souffre pas de ça. Donc, au lieu que ce soit fait et le fasse en fin de chantier, on le fait pendant le chantier au début. Donc, même si ça prend 4, 5, 6 mois, c'est le temps de la construction à la fin de la cours. Et pour l'eau, c'est pareil. Dès que les éléments sont prêts, on demande, faites votre démarche. Donc, ce sont des choses qu'on a compris, qu'on a vu, et donc on a mis en place les éléments pour pouvoir éviter ça et contrôler cela. Donc, le VCG vous assure, on va mettre tout en œuvre pour que vous ayez l'eau et l'électricité. Ça aussi, l'expérience, c'est de planifier les choses. Si par exemple vous avez une démolition à faire, peut-être que si vous êtes pressé, par exemple, on va faire la demande de démolition avant de faire le permis de construire. On sait que comme ça, la demande de démolition est faite et après on fera un permis de construire. On ne fera pas les deux en même temps parce que sinon on sera obligé d'attendre que le permis soit accordé pour commencer à démolir. Donc c'est ça, c'est notre expérience qui fait qu'on a compris qu'il y a des difficultés dans les administrations. Donc on a mis en place des astuces pour pouvoir que vous soyez sécurisés. Est-ce que là où je suis un dossier suivant, là je suis à 3,75. Et est-ce que je peux encore démarcher, trouver encore plus bas? Est-ce que j'ai le temps de trouver une bonne banque? Parce qu'au début j'avais déjà dit que j'allais rester avec ma banque, mais j'aurais bien gagné et en temps et en financement aussi pour le projet. Parce que là en ce moment je suis à 3,75 et j'ai l'impression que ça ne me convient pas. Mais quand on s'était vu qu'il n'y avait pas la fameuse offre que j'ai évoquée tout à l'heure, les offres, c'est toujours sous condition de revenu. Donc, quand on terminera, on se verra dans quelques instants. Je calculerai, j'ai emmené le 3 et je vous dirai si vous êtes éligible à cette offre-là.
Et si c'est le cas, oui, il y a nettement plus bas que 3,75. Mais tout dépend de votre revenu. Pour les personnes qui nous regardent sur Facebook et que ce soit un petit peu plus généralisé, effectivement, donc, il y a une possibilité d'éléments points où on peut bénéficier d'une offre. Il y a une question qui revient souvent, c'est de savoir, je vais poser la question à ces personnes-là, c'est de savoir à quel moment, quand on fait la simulation de prêt, on va nous dire que votre simulation de prêt c'est 3,70. Mais le jour où on signe le prêt et que le taux a changé, est-ce que c'est ce taux-là qui sera pris en compte dans le temps? Ça arrive tout le temps. Et c'est-à-dire que c'est assez paradoxal parce que le prix est porté et donc du coup il a accès donc à un taux. Et puis il entend que les taux ont baissé, il doit signer son ordre de prêt. Et j'ai envie de dire, c'est le jeu de la recette, c'est trop tard. C'est trop tard et vous l'avez dit tout à l'heure, ça prend du temps. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on attend et on achète dans de bonnes conditions, ou est-ce qu'on est pressé, on achète comme ça, et puis après on garde en tête, on peut renégocier son crédit, c'est possible, moyennant des frais, malheureusement. Donc la renégociation est possible, et en fait je dirais qu'on n'a pas de boule de cristal. Aujourd'hui, on est sur une tendance baissière au niveau des taux, ça ne présage pas au niveau des taux des mois à venir. Alors, on a forcément des scénarios d'économistes qui disent voilà, ça va diminuer à décembre. Ce sont des scénarios. Donc maintenant, ça dépend du client. Est-ce que ça constitue un coup de cœur? Auquel cas, si c'est un coup de cœur, on fait son achat. Quitte à renégocier son taux donc dans les années à venir, je ne dirais pas les mois à venir parce que ça va revenir le coup, c'est ce calculé sur le capital restant dû. C'est important. Je ne vois pas l'intérêt d'aller renégocier quelques mois après avoir fait son financement. Pour vraiment qu'il y ait un événement majeur parce que les taux descendent à 0%, mais c'est pas ce moment-là, il faut renégocier. Donc rester à l'écoute de l'actualité des taux pour savoir quand on négocie son projet. Et puis, comme je le dis, c'est le jeu de la recette. On ne peut pas renégocier quand l'offre a déjà été éditée. On ne peut pas renégocier non plus le taux de la signature si on a déjà une lettre d'accord. Parce qu'on a la lettre d'accord, mais on n'a pas l'édition des offres. Et puis on a écrit dans la 375 et on entend que les taux dans cette banque-là sont passés à 3,19. C'est trop tard parce qu'on n'a pas déjà été d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut refaire tout le projet. Et là encore, est-ce que le banquier acceptera de remonter le projet? On y a des mesures. Parce qu'on a déjà validé à 375, il n'a pas d'intérêt à le valider à 3,19. Donc dans 90% des cas, on s'est validé, on ne revient pas là-dessus. Encore une question pour les personnes qui sont en métropole et qui nous suivent en direct sur les réseaux, c'est de savoir, quand on est en France et qu'on a un projet de construction en Guadeloupe, il s'avère qu'il y a des difficultés et des embûches différentes, c'est-à-dire que par exemple, quand on ne trouve pas de banques qui vont vous accorder des prêts sur la construction en Guadeloupe, et effectivement, peut-être qu'il faudra domicilier sa banque en Guadeloupe. Donc savoir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Alors, pour les non-résidents, on va demander un apport beaucoup plus important. On va jusqu'à demander 30% d'apport pour les non-résidents sur un projet d'investissement locatif. Et dans 90% des cas, se pose le problème de l'apport personnel. Donc forcément, les clients sont écartés d'office. Donc ce que vous devez retenir pour le financement des non-résidents, c'est qu'il faut faire un apport de 30%. Certains vont déroger à 20%. Et pourquoi on va demander autant d'apport? C'est parce qu'on sait que le client a son activité principale en métropole. Donc il ne va pas domicilier ses revenus en Guadeloupe. Le compte de Guadeloupe va être un compte inactif qui va recevoir les revenus locatifs issus de l'investissement. Et les banques en général n'aiment pas ça. Donc c'est pour ça qu'ils vont demander beaucoup plus de garanties, donc déjà beaucoup plus d'apports. Et ensuite, ils vont même jusqu'à demander à ce que le client rapatrie une partie de son épargne, même s'il n'est pas résident ici, que son salaire n'est pas domicilié ici. Donc il n'y a pas forcément de domiciliation de salaire, on va demander 30% d'apport et
Et c'est quand même un montant assez important puisque ça représente parfois 70% des ventes du client. C'est beaucoup. Quand le courtier trouve une banque plus intéressante, est-ce qu'on doit changer complètement de banque ou on n'est pas obligé? C'est la mission première des partenaires bancaires avec lesquels on travaille. Ils financent un bien, donc ils souhaitent récupérer la relation du client. Si on est face à un célibataire, il faut que le célibataire ouvre son compte dans la banque en question, domicile son salaire et réponde à d'autres garanties qui sont exigées en termes de part sociale. L'assurance emprunteur est faite par l'établissement. Parce que très souvent, quand un client présente un prêt immobilier, il se dit qu'il peut amener l'assurance emprunteur du bien parce que voilà, il arrivera à négocier moins cher. On est tout à fait d'accord. Il arrivera à négocier moins cher, sauf qu'aujourd'hui, les partenaires bancaires refusent. Ils financent un bien. L'assurance emprunteur, ça sera l'assurance emprunteur de l'établissement qui finance. L'établissement bancaire va également assurer le client en termes d'assurance habitation, ça aussi c'est exigé, et la domiciliation de revenus. Pour un couple, maintenant, on va jusqu'à demander deux comptes personnels et un conjoint. Et le conjoint, ça sera support de du prêt. Donc il y aurait par exemple 3 comptes pour un couple qui présentait une demande de financement, avec toutes les garanties que j'ai évoquées, domiciliation de revenus, assurance du bien financé, assurance emprunteur et les parts sociales. Si on passe par un établissement qui fonctionne avec les parts sociales. Merci. Merci. Donc nous arrivons au terme de notre conférence. Il est 11h. Donc on va vous inviter, si vous le souhaitez, à communiquer avec nous directement à l'agence Villa Création Guadeloupe. Vous trouverez ici un QR code pour pouvoir accéder à notre site internet. Vous pouvez déjà voir certains éléments des maisons. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que vous avez déjà quelques clés pour la réussite de votre maison individuelle. Et on se retrouvera certainement soit pour une porte ouverte, que nous réalisons régulièrement des portes ouvertes selon si les personnes sont d'accord pour partager leur maison, n'est-ce pas? Et ou alors on vous invitera pour la prochaine conférence. Pour l'instant, on va vérifier comment? Sûrement en septembre, voilà, donc on va voir dans quel lieu, peut-être que ce sera sur notre ville. En tout cas, merci de vous être déplacés. Nous étions ravis de vous rencontrer et je vous dis à bientôt.